Bonsoir, mercredi 6 mai, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition spéciale sur TV78. Coup d'œil d'abord à la carte du déconfinement qui sera figée ce jeudi soir avec les derniers départements en orange qui passeront soit au vert soit au rouge, comme c'est le cas pour les Yvelines et le reste de l'Île-de-France. Le département où la circulation du Covid-19 reste active, tout comme la tension hospitalière encore forte sur le territoire avec 735 patients encore hospitalisés dans les Yvelines aux chiffres arrêtés hier soir mardi. Tendance néanmoins à la baisse comme pour les réanimations. Et puis 1517, c'est le nombre de patients guéris dans le département et revenus à domicile. Certains se considèrent comme les grands oubliés de cette crise sanitaire, les ambulanciers notamment qui ont vu leur activité chuter et ont dû se réorganiser. Exemple à Guyancourt avec ce reportage d'Aurélie Ronze et de Patrick Jacques de Dixmude. Cela peut sembler paradoxal, mais en pleine crise sanitaire, cette société d'ambulance privée basée à Guyancourt a vu son activité baisser dès le début du confinement. Moins de patients, notamment en raison des EHPAD fermés. Par rapport à l'activité normale, disons que dans la journée, il y avait des creux parce qu'en fait, tout ce qui était obligé, comme les dialyses, tout ça, les sorties, des petites urgences, et sans parler du Covid qui était à part, on a quand même eu un ralentissement, c'est normal, il y avait un ralentissement quand même. On peut dire qu'on a eu plus de coupures dans la journée que d'habitude. L'entreprise compte une vingtaine de salariés. Seuls 60% de l'effectif a été maintenu pour intervenir 6 jours sur 7. Parmi les missions d'urgence, le transport de personnes suspectées d'être atteintes du Covid-19, une mission qui prend beaucoup plus de temps en raison des précautions sanitaires. Ils partent pour Millau, surtout pour Millau, là où il y a le SAMU. Donc ils leur fournissent tout le matériel, les kits nécessaires. Et de Millau, ils partent à l'intervention. Une fois que c'est fait, donc on revient encore une fois à Millau pour rebolote, donc pour faire la désinfection des véhicules, jeter tous le kit. Une intervention plus compliquée, ce qui n'empêche pas l'entreprise chaque vendredi de faire le tour des hôpitaux yvelinois pour rendre hommage aux soignants. Le centre ambulancier des Yvelines endeuillé de la disparition de Khaled Boulaya, co-gérant de la société. Il est décédé le 9 avril dernier des suites du Covid-19 après 15 jours en réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine. Dans l'actualité également, cet accord pour l'organisation des transports en Île-de-France à partir du 11 mai. Il a été trouvé hier au terme de discussions entre l'État, les organisations patronales et syndicales et les acteurs du secteur dans la région. Un principe, permettre la circulation des usagers tout en minimisant les risques sanitaires. Le télétravail sera favorisé, les horaires de prise de service étalés pour éviter les heures de pointe. Les entreprises doivent définir de manière homogène des horaires de départ et d'arrivée sur des tranches précises pour leurs salariés. L'offre de transport sera également ajustée pour éviter les congestionnements et les déplacements à vélo encouragés avec un investissement prévu par la région Île-de-France. Enfin, l'État ouvre une plateforme digitale dédiée pour les PME et TPE pour qu'elles puissent se fournir en masques afin d'équiper leurs salariés. Les communes, elles aussi, s'organisent pour la distribution de masques à leurs habitants à 5 jours du début du déconfinement. À plaisir, les enfants ne sont pas oubliés. La ville a fait appel à des bénévoles pour confectionner des protections en tissu spécialement adaptées pour les plus jeunes. Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Ronze. 200 bénévoles ont répondu présents pour mettre leur talent de couturier ou couturière au service des enfants plaisirois. Il y a 2 semaines, la ville a lancé un appel pour un défi solidaire, équiper les 3500 élèves de masques en tissu réutilisables. À l'origine du projet, en fait, on ne savait pas si les écoles, à la reprise des écoles, les masques allaient être obligatoires ou pas pour les enfants. Donc on a lancé ce projet en se disant est-ce qu'on avait des personnes qui pouvaient nous aider à créer ces masques enfants, puisque dans le commerce c'était très compliqué, voire impossible de les avoir. Donc nos bénévoles nous ont dit oui, pas de problème. Par contre, on n'a pas de matière première, typiquement l'élastique était introuvable. Un fournisseur a été trouvé pour les élastiques. Pour le tissu nécessaire à la confection des masques, la ville a fait appel à une entreprise plaisiroise. 500 kits ont ainsi pu être distribués aux bénévoles. J'ai fait 30 masques, ce qui était déjà pas mal. J'en ai pas fait 100 comme certaines. Et j'en ai fait en plus avec mes fournitures à moi pour mes voisins, mes petites mamies du quartier et ainsi de suite.
Voilà, non, c'était pas compliqué. Ce n'est que le point zigzag de ma machine au début était pas très... Il voulait faire grève, donc j'ai négocié et puis ça s'est pas mal passé. À l'école primaire, les masques de protection ne seront pas obligatoires pour les enfants, mais ils pourront tout de même l'utiliser dans leur quotidien. On a eu tellement de bonne volonté, etc. Et je pense que les parents seront ravis d'avoir un masque pour leurs enfants pour aller prendre les transports en commun, pour aller faire les courses. Un masque sera remis à chaque élève dès qu'il fera sa rentrée. De son côté, le collectif Protège ton soignant, constitué de médecins, d'entrepreneurs et d'ingénieurs, poursuit sa mission auprès des soignants de France. Hier, du matériel de protection a été remis à l'hôpital Mignot et à la maison de retraite Saint-Louis à Versailles, en présence du député des Yvelines Jean-Noël Barrot. 20 000 masques en tout ont été distribués dans 5 établissements. Le collectif Protège ton soignant récupère en ligne des dons, plus de 5 millions à ce jour, et se charge de commander du matériel aux normes et en adéquation avec les besoins des hôpitaux et des départements. Le personnel médical peut également faire ses demandes en ligne via le site internet qui s'affiche. Dans ce contexte de crise sanitaire, les entreprises aussi s'engagent. Elles mettent leur expertise et leur savoir-faire pour la lutte contre ce coronavirus. Bonjour Nicolas Dandry. Bonjour. De la rédaction de TV78, vous parlez justement de ce sujet avec votre invité. Effectivement, Grégory, avec nous, Agnès Boudot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes Senior Vice President Responsible des activités High Performance Computing and Quantum chez Atos. Donc, c'est les supercalculateurs et l'informatique quantique d'Atos. Vous travaillez sur le site des Clés-sous-Bois sur ces sujets-là. Alors, comment les technologies développées par Atos participent à la lutte contre le Covid-19 ? Les supercalculateurs sont au cœur de la recherche scientifique française et mondiale. Les supercalculateurs que l'on fournit chez Atos sont conçus et développés par les équipes de R&D des Clés-sous-Bois. C'est un travail de fond qui après 18 mois de recherche et développement, aboutissent à la fourniture et au développement et la mise sur le marché de supercalculateurs. Donc on a ce type de supercalculateurs qui sont installés sur les plus grands centres de calcul européens et mondiaux. Alors, qui utilise ces outils et pourquoi faire ? Les grands centres de recherche académiques, les centres de calcul et de simulation numérique des grandes entreprises dans différents domaines, que ce soit de la recherche pharmaceutique, de la recherche académique et différents domaines de simulation numérique. Et typiquement, dans le cadre actuel de la recherche sur le Covid-19, les grands centres de recherche nationaux vont mener des études autour de la simulation numérique qui a à voir avec différents sujets, typiquement des recherches épidémiologiques pour le virus, des recherches de nouvelles molécules pour pouvoir ensuite apporter des vaccins sur le marché et ce genre de calculs fondamentaux qui permettent en analyse chimique et biologique d'apporter des solutions. Vous l'avez dit, ce sont des supercalculateurs développés sur le site des Clés-sous-Bois. Est-ce que lorsque les collaborateurs d'Atos développent ce type d'outils, ils pensent à ces sujets-là justement, que ça peut servir dans une crise exceptionnelle comme on l'a vu aujourd'hui ? C'est notre ADN, je dirais, de fournir des supercalculateurs pour apporter des solutions aux industriels et aux organismes de recherche. Quand on parle de pandémie, bien sûr, c'est un sujet, enfin, même si ce n'est pas un sujet qui est forcément dans la tête de tout le monde et qui ne l'était pas avant la situation Covid-19, je dirais, mais apporter des solutions, des vaccins, de la recherche pour l'industrie pharmaceutique ou pour tout simplement les hôpitaux, de la recherche sur la génomique, etc. Ça fait partie de la même manière que de la recherche sur le climat ou ce genre de thématiques. Les supercalculateurs sont absolument des points d'entrée de recherche sur la simulation numérique et pour apporter des outils aux pays, aux institutions et à la population en général. Comment les collaborateurs ont développé ces supercalculateurs ? Faut préciser que les supercalculateurs sont des gros ordinateurs, en fait, finalement, avec des puissances de calcul assez importantes. Tout à fait. Les supercalculateurs, c'est tout simplement la mise en parallèle de milliers de calculateurs, enfin de PC individuels,
Et si vous constituez ce qu'on appelle une ferme de calcul faite de milliers et de centaines de milliers de puissances de calcul additionnées les uns aux autres, on fabrique un supercalculateur avec un réseau d'interconnexion rapide. Et au lieu de faire un traitement sur une machine et un PC, et comme chez vous, vous faites un traitement numérique en parallèle sur des milliers de PC. C'est ce qui vous permet d'accélérer et de faire du parallèle computing. Un dernier mot avec vous, Agnès Boudot. On va le voir sur ces images. Le site R&D des Clés sous bois est en cours de construction. Ça sera un site R&D qui réfléchira sur l'informatique quantique. En quoi cette informatique quantique, déjà, vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi il permettra peut-être de trouver plus rapidement, plus facilement un vaccin contre les virus, contre les pandémies, et puis faire d'autres choses de manière plus rapide. L'informatique quantique et les supercalculateurs quantiques sont vraiment l'avenir. Néanmoins, on est déjà au cœur du sujet, effectivement, avec les équipes des Clés sous bois et de R&D, puisqu'on travaille d'ores et déjà, et nous avons mis à disposition un simulateur quantique. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des algorithmes et des problématiques que l'on ne sait pas résoudre aujourd'hui avec les supercalculateurs classiques. Donc, l'objectif, c'est de traiter plus rapidement, via des technologies nouvelles et des algorithmes avec l'informatique quantique, d'accélérer la recherche et d'être effectivement, idéalement, en capacité d'aller plus vite ou même de réduire à un temps vraiment très court certaines recherches qui prennent énormément de temps aujourd'hui. Merci Agnès Boudot pour ces explications. Merci. Et merci à vous, Nicolas. Un autre groupe Expleo qui est implanté à Montigny-le-Bretonneux est aussi pleinement engagé dans cette crise, acteur de l'innovation spécialisé dans les services d'ingénierie et de transformation digitale. L'entreprise a lancé plusieurs projets. Les explications dans ce sujet de vous, Nicolas Dandry. Visière, tire-porte ou support pour des écrans de protection en plexiglas, les différentes productions de l'Innovlab d'Expleo depuis le début du confinement. Grâce à son imprimante 3D, le site de Montigny-le-Bretonneux a participé à un réseau d'ateliers de fabrication. Objectif, répondre aux besoins des personnes en première ligne dans la région. C'est parti d'un mouvement très large en France. À partir de là, en fait, on a, au sein de l'Innovlab, comme on a une imprimante 3D, on a voulu participer. Donc, on s'est rapproché de notre direction en interne, près des collaborateurs qui justement sont restés en activité pour faire ces éléments pour aider. Autre projet, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour étudier des mutations du Covid-19 dans plusieurs pays à partir de données publiques. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on peut, par exemple, associer une souche particulière avec la mortalité qui est observée dans les régions ou les pays dans lesquels elle sévit. Après, le second enjeu, c'est de déterminer si le virus a suffisamment muté pour qu'un vaccin universel ne soit pas suffisant. Donc pour le moment, c'est pas le cas, donc c'est plutôt rassurant. Répondre à cette crise sanitaire, synonyme d'innovation. Des innovations au niveau technologique, mais aussi dans la manière d'innover. Une activité entre les collaborateurs du groupe ouverte vers d'autres partenaires extérieurs. On a appris que l'on pouvait dépasser des processus et aller vite sur des choses qui ont du sens. On a appris que individuellement, les collaborateurs avaient plein de ressources, plein d'idées, plein de propositions, et qu'ils pouvaient, qu'on n'était pas les seuls tenants du savoir, et que c'est en échangeant, en étant beaucoup plus ouverts, que finalement les bonnes idées arrivent. Comme beaucoup d'entreprises, Expleo s'est aussi adapté au contexte. La majorité des salariés ont poursuivi leur activité en télétravail. Malgré le contexte de crise sanitaire, la collecte de sang et de plaquettes s'est poursuivie. Quel bilan dresse l'établissement français du sang d'Île-de-France et quelles évolutions à attendre après le déconfinement? Les éléments de réponse dans cet entretien mené par Wilfried Richy. Stéphane Noël, directeur en Île-de-France de l'établissement français du sang, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Après plus de 50 jours de confinement, quel bilan faites-vous de cette collecte de sang? Y a-t-il eu une poursuite de la mobilisation des Franciliens déjà? Mais écoutez, le bilan que nous faisons de la collecte pendant ces 50 jours de confinement est un bilan effectivement intéressant, en ce sens où les Franciliens se sont fortement mobilisés à nos côtés,
Nous avons vécu des périodes assez difficiles, notamment juste après l'annonce du confinement total par le président de la République, où les Français, de manière globale, se sont fortement interrogés quant à la possibilité d'aller donner leur sang. Et quelques jours après, il y a eu un formidable élan de générosité qui nous a permis de faire face aux besoins des patients, puisqu'il faut le rappeler, même pendant cette période de confinement, même pendant cette période si particulière, les malades continuent à avoir besoin de produits sanguins et il est important de continuer à donner son sang. Cette mobilisation a été très forte. Elle a été très très forte pendant les premiers jours du confinement, effectivement. Aujourd'hui, on voit qu'avec le temps, elle commence un petit peu à s'émousser, elle commence un petit peu à s'estomper. Il est important aujourd'hui de se remobiliser à nouveau parce que nous avons besoin des donneurs dans la durée. Nous avons aussi besoin des personnes qui ne donnent pas encore leur sang et qui pourraient nous rejoindre. Et il est important que chaque jour, nous puissions, sur l'ensemble de nos points de collecte, que ce soit nos maisons du don ou que ce soit nos collectes mobiles, eh bien de voir les franciliens nous rejoindre et venir donner leur sang. C'est extrêmement important. Comment se passent les collectes, justement, concrètement? La prise de rendez-vous est conseillée ou obligatoire? Alors, aujourd'hui, les collectes se déroulent en respectant de manière très scrupuleuse l'ensemble des mesures pour garantir la sécurité des donneurs. Et donc, nous appliquons des mesures très strictes en matière d'hygiène des mains. Nous mettons à disposition de la solution hydroalcoolique dès l'entrée sur nos collectes. Nous équipons chaque donneur d'un masque. Nous prenons des mesures pour que les règles de distanciation soient respectées aux différents stades de la collecte. Nous organisons l'étape de la collation pour faire en sorte que les donneurs soient suffisamment distants les uns des autres pour garantir absolument la sécurité de tous. Et oui, depuis quelques semaines, nous avons mis en place un système de rendez-vous qui est d'ailleurs très plébiscité par les donneurs dans la mesure où il permet véritablement d'organiser son don du sang. Et aujourd'hui, pour venir sur nos collectes, eh bien, il est nécessaire de prendre rendez-vous et c'est très simple. On va sur notre site internet, on peut trouver tous nos lieux de collecte, qu'ils soient fixes ou mobiles. On clique sur le lieu de collecte et de là, on accède à un lien qui nous permet de prendre rendez-vous sur un site internet dédié à cela. Site internet qui s'affiche à l'écran, je le redonne, mon-rendez-vous-don de sang.efs.santé.fr. Voilà, mais il s'affiche pour tous ceux qui voudraient prendre rendez-vous et donner sang et plaquettes. Avec le déconfinement qui s'annonce, qui devrait débuter à partir du 11 mai, est-ce que les modalités vont changer, évoluer pour pouvoir donner? Est-ce que vous allez revoir encore le processus? Alors, avec le déconfinement, nous restons extrêmement attentifs puisque, vous le savez, la région Île-de-France, pour l'instant, est encore classée rouge. Et de ce fait, les mesures de précaution, les règles de sécurité vont rester à un très haut niveau. Donc tout ce que j'évoquais tout à l'heure en matière de distanciation sociale, en matière de port du masque, en matière d'hygiène des mains, ce sont des mesures que nous allons maintenir et que nous allons maintenir dans la durée aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour garantir la sécurité des donneurs. Et d'autre part, les mesures de prise de rendez-vous sont aussi des mesures que nous allons maintenir dans la durée pour garantir qu'il n'y a pas d'afflux massif ponctuellement de donneurs et faire en sorte que les donneurs, quand ils viennent sur une collecte, il reste le temps juste nécessaire à la réalisation du don de sang, ni plus ni moins. Et puis, ces rendez-vous étant tellement plébiscités aujourd'hui par les donneurs, eh bien, c'est même une mesure que nous envisageons de pérenniser au-delà du confinement, parce qu'elle permet à tous de véritablement s'organiser. Et puis une dernière question sur la mobilisation aussi de l'EFS. L'EFS participe à cette recherche autour du Covid. Peut-être nous en dire quelques mots. Il y a une mobilisation aussi? Alors effectivement, l'établissement Français du Sang participe à une recherche sur un protocole que nous appelons Coriplasme. Il s'agit d'utiliser du plasma que nous prélevons chez des donneurs qui sont des patients Covid convalescents, en espérant que les anticorps qui ont été développés par ces patients puissent permettre à des patients aujourd'hui hospitalisés de faire face au Covid. Donc ces travaux sont actuellement en cours. Nous sommes très mobilisés en Île-de-France pour prélever du plasma chez des patients convalescents, dans la mesure où nous sommes l'un des principaux bassins de malades du Covid, et nous espérons obtenir dans les prochaines semaines les résultats de cet essai clinique
Donc c'est un essai qui est mené de manière extrêmement rigoureuse et nous souhaitons attendre les conclusions définitives de cet essai avant de communiquer sur les résultats. Merci beaucoup Stéphane Noël, directeur de l'établissement français du sang en Ile-de-France, d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Cette information, à présent, qui n'est pas liée au contexte de coronavirus, c'est l'ouverture de cette enquête pour torture, violences aggravées et violation de liberté individuelle par le parquet de Nanterre. Elle fait suite à cette arrestation. Souvenez-vous, en décembre 2018, 152 jeunes avaient été interpellés à Mantes-la-Jolie en marge des violences lycéennes. La scène filmée par un policier avait suscité un tollé en France. La procédure fait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée contre X en décembre dernier. Et quelque chose de plus léger pour terminer, vous en avez l'habitude depuis le début de ce confinement, votre rubrique Dans les salles devient Dans vos canapés, une sélection de films à voir directement depuis chez vous. Aujourd'hui, c'est un cinéphile indépendant, Bertrand Pigné, qui vous donne sa sélection. Et dans nos canapés, puisqu'on est bien confortablement installés, moi je vous propose de nous confiner intelligemment, alors en nous détendant avec toute la famille, avec un film de circonstance, Alexandre le Bienheureux de Yves Robert. Alors pour un grand nombre d'entre vous, c'est un film que vous connaissez déjà, c'est un film avec Jean-Yann et Marlène Jobert principalement. C'est un film qui raconte l'histoire d'un homme à la campagne qui est poussé au travail, harcelé de travail par sa femme, qui est dite La Grande, une très belle femme jouée par Françoise Brion. Et un jour, malheur, cette femme meurt dans un accident de voiture terrible. Et Alexandre se retrouve à pouvoir accomplir le destin qu'il rêve d'accomplir depuis toujours, se confiner dans sa chambre et attendre que le temps passe et organiser sa vie sans rien faire, ce qui met évidemment la totalité de la société du village en ébullition. Alors j'en raconterai pas plus, c'est ça le pitch principal, mais c'est un film absolument délicieux. Il y a toute une première partie qui est très burlesque, très très drôle, très comique. Les enfants adoreront, vous qui ne l'avez jamais vu adulte adorerez aussi parce que c'est vraiment très très piquant. Et puis toute la dernière partie, c'est vraiment une réflexion très très belle sur justement sur la société. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un rôle dans la société? À quoi ça sert de faire fonctionner une société? Pourquoi on fait fonctionner une société? Et est-ce qu'on a le droit de ne pas vouloir faire fonctionner cette société? Voilà, donc c'était Alexandre le Bienheureux de Yves Robert. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.